Il est quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Geoffroy le jeune. On a retrouvé Geoffroy parce que la semaine dernière, il a été grand remplacé. Incroyable. Il y a concurrence, il y a concurrence. Il y a match avec Charlotte Dornelas. Je suis rassuré d'avoir retrouvé ma place parce que je sais que j'étais pas Désiré ce soir. Donc... Oh Désiré, c'est un beau prénom, Désiré. Ça pourrait être le prénom d'un buteur demain en finale de Ligue des Champions. Philippe de Villiers à regarder sur les antennes de Canal+. Je sais à quel point vous êtes attaché au football, au beau jeu. Et c'est vrai que le FC Barcelone a très bien joué cette année, mais le Paris Saint-Germain aussi. Donc vous supporterez le Paris Saint-Germain pour Ben et moi. Non mais vous me provoquez, donc je vais vous répondre. Pour chasser et effacer toute polémique pour commencer cette émission. Bon. Juste pour ce moment. Alors moi, je vais vous dire les choses. J'ai une équipe de cœur, c'est les Canaries. Dans mon bureau, j'ai un maillot de mon ami Patrice Riot, numéro 5 de l'équipe de France, et numéro 5 du FC Nantes. Voilà. Je suis au dos, tout ça sont des amis, Walter Kitaz, c'est mon club. Voilà. Et j'ai un deuxième club sur le tard, c'est le Barça, depuis Messi. Et maintenant, Lamine Yamal et Pedri surtout. Voilà. Bref. Maintenant, demain soir, je suis français, je serai devant mon poste et... Grand problème. Attention. Attention. C'est le premier scoop de l'émission là. Attendez, c'est le plus grand scoop de... Vous allez... Il ne faut jamais oublier que Léonard de Vinci, moi je ne l'ai pas aimé quand il était à Florence, mais quand il a chargé sa mule avec la Joconde et qu'il est arrivé au Clos Lucé d'Amboise et qu'il a dit « c'est là que je veux vivre parce que c'est ce pays que j'aime », j'ai aimé Léonard de Vinci. Eh bien, écoutez, j'ai compris entre les lignes. Et vous savez, Philippe, que je ne suis pas venu sans rien. Regardez, je ne peux pas montrer parce qu'il y a des marques, mais dessous, il y a le maillot du Paris Saint-Germain. Il y a la cravate, il y a la chemise, mais quand même... Et puis en régie, on a Ben. Eh ben, Ben, il est évidemment... Très tendu. J'espère que l'émission va pouvoir se faire quand même, mais il tremble. Ah bah, il a peu dormi. Elliot, il se balade avec son maillot dans la rédaction depuis ce matin et il a mis le numéro 14 dans le dos pour le... Pour CNews. Le changement de numérotation. J'ai mis pour CNews, j'ai le 14 dans le dos. Il y a Émeric Pourbet et Véronique Jacquet qui ont dit « Ah, formidable, la popularité du pape ». C'est pour Léon aussi. Et c'est pour aussi la chaîne, la 14, à partir du 6 juin. Philippe de Villiers, avant de commencer, vous souhaitez parler d'une de vos lectures, Les Loups de Tanger, le roman vrai sur la naissance de la French Connection. Oui. Et ça, je vais vous dire, c'est plutôt intéressant puisqu'à chaque fois, vous savez, c'est une émission à part et vous arrivez à nous amener vers des sujets qu'on traite peu. Pourquoi ce livre ? En fait, j'ai profité du long week-end pour lire et j'ai découvert ce livre fabuleux d'un grand historien qui s'appelle Jacques de Saint-Victor, qu'on peut lire parfois dans le Figaro, qui est professeur d'université, qui a été couronné plusieurs fois par l'Académie française pour ses essais, et qui là raconte, à partir d'archives inédites, ce qu'a été l'histoire de la French Connection, c'est-à-dire le plus grand réseau criminel mondialisé, le premier, qui est parti de France, et dont l'Amérique s'est évidemment plainte, puisque c'était dans les années 50. Voilà. Et pour comprendre le narcotrafic, il faut lire ce livre magnifique, Les Loups de Tanger. Vraiment, je suis impatient de finir l'émission pour aller le relire. Pour lire vous nous donnez envie de le lire et on pourrait l'inviter pour parler justement de la French Connection. Vous me donnez une bonne idée. Jacques de Saint-Victor, c'est parmi les historiens aujourd'hui vivants. Il est brillantissime. C'est un des meilleurs. Voilà. Eh bien, écoutez, on va l'inviter. Moi, je vous fais confiance. Oui, il faut l'inviter parce qu'il est passionnant sur ce sujet, comme sur tous les autres d'ailleurs. Eh bien, on va trouver une date. Et je vous tiendrai au courant. Philippe de Villiers, dans l'actualité, vous savez aussi, on peut parler de l'actualité brûlante. Et cette semaine, quand même, il y a 3 actualités qui s'entremêlent. Bon, sur les interdictions. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'interdiction à géométrie variable en France. Regardez, à gauche, vous avez la cigarette qui va être interdite sur les plages, dans les parcs, aux abords des écoles en France à compter du 1er juillet. Vous avez également la CNIL qui interdit la vidéosurveillance près des écoles à Nice. Et Christian Estrosi est foudrage, parce que c'est pour protéger les enfants, bien évidemment. Et puis, enfin, la Ligue des Champions, 5400 policiers mobilisés. Les commerces seront fermés en fin d'après-midi, samedi,
sur les Champs-Élysées le dispositif de sécurité. Alors pourquoi vous avez souhaité commencer cette émission par ces 3 actualités et est-ce qu'on peut les lier en quelque sorte, Philippe? Oui, on peut les lier avec 2 mots, l'impuissance et la diversion. L'impuissance, donc on va mettre des milliers de policiers. Les gens sont contents, ils disent « Ah, c'est formidable, on est protégé, on se sent protégé, il y a un gouvernement. » Mais la réalité, c'est que le gouvernement tente de traiter les effets des maux dont il chérit les causes, pour reprendre la formule de Bossuet. C'est-à-dire que comme on est incapable de résoudre le problème des banlieues, qu'on ne veut pas le voir, qu'on est incapable de résoudre les problèmes d'immigration et d'insécurité, comme on est incapable de remettre des frontières, comme on est incapable d'avoir une justice tournée vers la victime plutôt que vers le criminel, alors on demande aux braves gens, renfermez-vous, confinement sécuritaire après le confinement sanitaire, et on ferme les commerces. Mais c'est un scandale, mais c'est une honte. Et j'invite tous les téléspectateurs et tous les auditeurs de CNews et d'Europe 1 à se lever en disant « c'est une honte, on a un gouvernement de nuls, parce qu'il ne veut pas aller traiter les vrais problèmes ». Voilà. Et donc, comme on ne traite pas les vrais problèmes, eh ben, on s'adresse par exemple aux écoliers en leur disant il n'y aura plus de caméras. À Saint-Ouen, on a fait mieux. On a dit, étant donné qu'il y a des dealers devant l'école, on va déplacer l'école. Et le pompon, c'est la cigarette. Et cette Madame Vautrin, qui aura sur son front jusqu'à sa mort le sceau de l'infamie, il y a 2 jours, elle faisait voter une loi qui va permettre l'injection létale pour tous ceux qui ne peuvent plus vivre, ceux qui ne pourront plus vivre dans les maisons de retraite, vu que déjà, on supprime les enfants dans le ventre de leur mère. Et elle est là, pimpante, elle va au sacre du nouveau pape, ça ne la gêne pas, et elle nous explique le problème numéro 1 aujourd'hui, mais ça s'appelle une diversion. La cigarette sur les plages. Non mais, elle se moque du monde. Cette dame, j'espère ne jamais la rencontrer, je lui dirai dans les yeux, mais madame, vous n'êtes pas sérieuse. Faites autre chose. Allez au cirque. Philippe de Villiers est en colère. On va commencer... Oui, je suis en colère parce que cette dame, c'est Madame Euthanasie. Ça restera Madame Euthanasie. Et là, elle essaye de faire oublier qu'elle est Madame Euthanasie. Avançons sur un autre sujet et on va commencer aussi avec cette image qui a surpris la France cette semaine, Philippe de Villiers. Le monde entier l'a d'ailleurs commenté. Emmanuel Macron à la descente de l'avion à l'aéroport d'Hanoï au Vietnam. Alors, communication hasardeuse, gifle ou pas gifle, telle est la question. On plaide d'abord la fake news, puis la chamaillerie entre les deux. Et alors, ce qui est encore plus surprenant, c'est que Emmanuel Macron a pris la parole pour faire une sorte de bilan des dernières séquences, attaquant les maboules. Il parle des maboules. Peut-être que vous vous sentirez concerné, puisqu'on avait parlé de cette poignée de main avec Erdogan la semaine dernière. Les maboules qui interprètent ou surinterprètent ses moindres faits et gestes. Je ne vous dément rien du tout. Je vous dis juste que, voilà, tout ça est un peu dans le monde où on vit. Je pense qu'on n'a pas tellement de temps à perdre. Et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations. Je vous le dis, moi, ça fait 3 semaines. Si vous faites l'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là, maintenant, je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies. Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, il se trouve que vous le connaissez bien, le couple Macron, vous les avez pratiqués déjà à l'Élysée notamment. Quelle analyse faites-vous de cet incident et surtout quelles leçons en tirez-vous? Alors, je vais essayer de faire une analyse objective, dénuée de toute considération psychosociologique ou psychiatrique. D'abord, si vous voulez, quand j'ai vu ces images, je les ai vues et revues grâce à CNews.
j'ai trouvé que cette gifle était magistrale au sens du magistère, c'est une ancienne prof, donc étape dure, et en même temps régalienne et édifiante. Alors, je ferai 2 observations, et peut-être même une troisième, qui me vient à l'esprit. La première, c'est que c'est une gifle révélatrice. C'est-à-dire que maintenant, on sait, pour ceux qui ne savaient pas, que dans le couple, dans l'équilibre du couple, c'est Brigitte qui porte la culotte, c'est elle qui distribue les taloches. Elle a commencé au théâtre, elle était souffleuse, et maintenant à la ville, elle est souffleteuse. Elle soufflait depuis sa trappe pour le jeune élève, et maintenant elle soufflette. Lui, c'est de lui que je veux parler parce qu'il est admirable en fait. Il a la joue brûlante, le cou démanché, il est impavide, impeccable, c'est un léger mouvement de recul, c'est Marcel Cerdan. Il ne s'en laisse pas compter et donne une belle leçon de maintien, ce qui pour un président de la République est très important, devant un contretemps qui est quand même un contretemps sérieux. Et en fait, cette gifle, j'ai réfléchi, je me suis dit, au fond, elle est allégorique. C'est-à-dire que c'est la synthèse domestique à portée symbolique de toutes les baffes qu'il se prend dans sa vie politique. La baffe avec Van der Leyen sur le Mercosur, la baffe avec Trump sur les droits de douane, la baffe avec Tebboune sur sa diplomatie, avec son ministre des Affaires étrangères dont on dit là-bas que c'est une tête à claque, décidément. Et enfin, quand il se fait prendre le doigt dans la main du sultan à Istanbul. Et puis la baffe avec les Français au moment de la dissolution. En fait, et c'est là qu'il faut un peu élever le débat, je pense qu'on vit un changement d'air avec cette gifle régalienne. C'est qu'il y a eu l'ère des femmes battues, et on entre symboliquement en haut de l'escalier de l'avion, à la porte de l'avion, dans une nouvelle ère, l'ère des hommes battus. Il va falloir s'y faire. Et on note également l'humour, évidemment, dans vos mots, Philippe de Villiers. Alors, vous avez laissé échapper, Philippe, il y a une semaine, une phrase qui a été beaucoup commentée. Vous avez dit que le prochain président, en 2027, serait un président martyr. Vous ne faisiez pas allusion à la gifle, mais à ce qui allait advenir de notre pays et de notre futur chef de l'État après les prochaines élections, la prochaine élection présidentielle. Je vous propose juste qu'on réécoute cette courte séquence. C'était la semaine dernière pour les téléspectateurs qui ne l'ont pas vue. Il faut qu'on reprenne tout ça en main. Qui le fera ? Question qu'on se posera dans les prochaines semaines et les prochains mois. Les prochains mois, Philippe de Villiers. Vous avez dit son nom en première partie. Est-ce qu'il y aura un président martyr la prochaine fois ? Geoffroy Lejeune. Alors moi, j'ai vécu cette séquence pour une fois comme téléspectateur et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Et j'avais envie de savoir, de vous demander quelles sont les raisons qui vous ont poussé à utiliser cette expression de président martyr. J'avais prévu la gifle. Président martyr. Non. Alors pourquoi j'ai dit ça ? Voilà. Nous sommes devant une crise de régime, on l'a dit, et même c'est pire que ça, puisque Agnès Verdier-Molinier disait on est devant une crise de liquidité. Donc la crise de régime, elle tourne mal. Il y a le FMI qui nous surveille, qui a des fourmis dans les jambes, la Commission de Bruxelles, etc. Crise de liquidité. En réalité, la Ve République ressemble de plus en plus au bateau ivre de la IVe République. Les traits communs se multiplient. L'instabilité, la partitocratie, la kleptocratie par rapport au peuple, la proportionnelle,
et puis le poujadisme latent. Donc on a tous les ingrédients. En fait, la 4e République, si on prend de la hauteur, elle est morte parce qu'elle n'a pas su résoudre le problème de l'Algérie. La 5e République est en train de mourir parce qu'elle est incapable de résoudre le problème de la submersion migratoire qui est en train de nous engloutir. Alors le prochain président, une fois qu'il sera élu, il aura le choix entre deux attitudes. Pour parler comme dans le Vendée Globe, depuis que j'ai ma promenade, j'ai une petite déformation face à la mer. Le cabotage ou la haute mer. Le cabotage, ça consiste, pour les hommes politiques, à éloigner les problèmes pour n'avoir pas à les résoudre. Méditez cette formule. C'est exactement ce que fait le gouvernement. De la com, de la com, de la com. On dit, voyez, on s'occupe de vous, bon, on communique. Donc ça, c'est la mort. Pourquoi? Parce que le pronostic vital est engagé et que le peuple historique français pourrait disparaître. Et peut-être même en train de disparaître. Après, il y a la deuxième hypothèse, c'est la haute mer. La haute mer, ça veut dire les 40e rugissants, les 50e hurlants. Accepter de se prendre des paquets de mer. Accepter d'être impopulaire. Si le futur président choisit la haute mer, c'est-à-dire la fermeté, c'est-à-dire le sursaut, pour que le peuple français ne disparaisse pas. Parce que c'est ça l'enjeu. Il faudra qu'il ait deux qualités. La première qualité, c'est la lucidité. René Char disait la lucidité, la blessure la plus proche du soleil, parce que ça brûle la lucidité, quand vous regardez la réalité en face. La lucidité, ça veut dire que le président va se dire ben, les manettes ne répondent plus. J'ai plus les manettes. Il faut reprendre le pouvoir avant de faire quoi que ce soit. Sinon, je ne peux rien faire. Ou alors, si, aller au premier rang comme tout le monde et pleurer. La politique compassionnelle. La lucidité. La lucidité, on parlait de la situation de la sécurité sociale, tous les deux cette semaine. La lucidité, ça veut dire que le président doit se dire « je n'ai plus le contrôle de mes frontières », c'est-à-dire que je ne peux plus dire qui doit entrer, qui ne doit pas entrer. Ça se passe à la Commission de Bruxelles, à Schengen. Deuxièmement, je n'ai plus le contrôle de mes lois. On va prendre l'exemple des ZFE, peut-être qu'on en parlera. Les ZFE, en fait, on applique une directive européenne. Hein. Personne ne le dit, ça. Et on va être puni. On va être repris. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux plus rien contrôler de mes lois. Ça se fait ailleurs. Je suis une instance de transposition. Et troisièmement, le budget. Puisque, en fait, les finances de la France sont entre les mains de prêteurs étrangers. Voilà, la lucidité. Donc, il faut reprendre le pouvoir. Bon. Le courage. La lucidité, le courage. Le courage d'affronter les trois féodalités. Le souverainisme, j'avais défini devant l'Académie des sciences morales et politiques en 2004, le souverainisme, c'est lutter contre les hégémonies à l'extérieur et les féodalités à l'intérieur. Les trois féodalités. La première féodalité, c'est évidemment Bruxelles. C'est-à-dire, fini Schengen, la supériorité du droit français sur le droit européen, sinon je ne peux rien faire, et fini la commission qui s'occupe du commercial et du politique. En fait, je fais le Brexit. Si je ne fais pas le Brexit, j'ai que mes yeux pour pleurer. Deuxième féodalité, les cours suprêmes. Les cours suprêmes, les 5 cours suprêmes ont une double préférence aujourd'hui. Une préférence pour l'étranger sur le national, donc c'est la fin de toutes les communautés nationales, c'est l'idéologie de la destruction des nations. Et la deuxième préférence, c'est la préférence pour le coupable sur la victime. Donc il faut rendre la justice au peuple. Pour rendre la justice au peuple, évidemment, il faut réformer la justice.
la remettre d'aplomb. Et troisième féodalité, ce sont les élites mondialisées. Elles veulent le paradis diversitaire, elles veulent un nouvel esclavagisme grâce aux métiers en tension, c'est-à-dire que c'est elles qui sont à l'origine de l'immigration depuis 50 ans, parce que c'est moins cher. Et enfin, ce sont elles, les élites mondialisées, qui ont provoqué et favorisé l'éclipse de la conscience nationale. Mais je n'ai pas encore répondu à votre question. Votre question, c'est président martyr. Exactement. Pourquoi président martyr? Parce qu'une fois qu'il aura fait tout ça, le président, qu'il aura affronté les trois féodalités et qu'il les aura vaincus, il faudra qu'il lance une politique de francisation, une grande politique de francisation. Pourquoi? Parce que le nouveau peuple qui est devant nous, c'est un peuple qui est composé de ceux qui sont là et qui ne savent pas d'où ils viennent, et le peuple de ceux qui viennent chez nous et qui ne savent pas où ils arrivent. Et donc, il y a une commune ignorance et une commune transhumance. Il faut donc apprendre à ce nouveau peuple d'ignorants et de transhumants ce qu'est la France. Et donc, franciser le récit, franciser l'art de vivre, franciser la langue à l'école, dans les espaces publics. Et ça sera très difficile parce qu'aujourd'hui, les élites françaises, je pèse mes mots, ne savent plus ce qu'est la France et ne veulent plus que la France redevienne la France. Voilà pourquoi le président devra faire une chose simple, gouverner les 6 premiers mois en faisant 3 référendats. Je dis 3 référendats parce que je connais un peu le latin. Premier référendum sur l'immigration, deuxième référendum sur la supériorité du droit français sur le droit européen et troisième référendum sur la justice. Il en faudrait même un autre sur l'école. Le président martyr, on n'avait pas entendu cela dans le monde politique ou le monde médiatique, et c'est pour ça qu'on vous a demandé de préciser ces propos cette semaine. On revient dans un instant, parce qu'on va parler référendum, tiens. Un référendum de 2005. C'était il y a 20 ans, jour pour jour. J'ai retrouvé une petite archive, Philippe de Villiers. Un débat. Ah, il y avait du monde dans ce débat. Vous vous en souvenez si je vous dis 9 mai 2005 ? Non. Écoutez, on va essayer de retrouver la mémoire juste après la pub. Quasiment 19h30 sur CNews pour la suite de Face à Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, il y a tout juste 20 ans, la France se réveillait en disant non. Non à la construction européenne et c'était le référendum historique. La voix du peuple n'a d'ailleurs pas été écoutée. D'ailleurs, on a souvent entendu que ce fut un tournant démocratique majeur. Vous avez été l'un des acteurs de cette victoire du non au référendum en 2005. Et alors, j'ai retrouvé un débat. Je vous ai demandé avant la publicité, est-ce que vous vous en souvenez? On va avoir une petite piqûre de rappel dans un instant, parce que c'est important, puisque c'était le 9 mai 2005. C'était donc une quinzaine de jours avant le référendum. 20 jours, pardon. Débat entre les barons de la politique, dont vous étiez autour de la table. Face à vous, non pas Geoffroy Lejeune, mais les partisans du oui. Donc François Bayrou était en face de vous. À côté de François Bayrou, il y avait François Hollande. Et puis à côté de François Hollande, il y avait quand même Nicolas Sarkozy. Et puis à côté de vous, il y avait, si je ne dis pas de bêtises, Marie-Georges Buffet, Jean-Marie Le Pen et Olivier Besancenot. Philippe de Villiers, à l'époque, on est le 9 mai 2005. Moi, mon nom est un nom d'abord de survie, parce que je ne veux pas que la France perde la maîtrise de ses lois. C'est l'article 6 du texte de Constitution. La maîtrise de ses frontières, de son territoire, c'est l'article 265. La maîtrise de sa politique étrangère, etc. C'est-à-dire la maîtrise de son destin. Donc un nom de survie pour la France et un nom de projet d'avenir pour l'Europe. Moi, je veux une Europe qui soit remise d'aplomb, c'est-à-dire une Europe qui soit vraiment européenne, donc sans la Turquie qui figure à la page 165 en toutes lettres de l'acte final de cette Constitution.
Mais pas pour dire qu'elle doit rentrer. Elle est dans l'acte final. Et l'acte final, c'est l'instrument juridique qui authentifie un texte, comme article 10 de la Convention de Vienne sur les traités. Donc ça veut dire que c'est une grave imprudence pour ceux qui, aujourd'hui, nous disent, comme Jacques Chirac, « Ah, mais la Turquie, c'est dans 15 ans, c'est pour plus tard », alors que la négociation va commencer le 3 octobre prochain, à Bruxelles, et que la seule manière de suspendre cette négociation, moi je préfère qu'on la suspende tout de suite que trop tard. Il vaut mieux interrompre une négociation, Patrick Poivre-Larvor, avant qu'elle ait commencé, plutôt que de l'interrompre quand elle est terminée. Donc une Europe qui soit européenne, une Europe qui soit démocratique. Si on veut baisser la TVA, je ne vois pas pourquoi on est tous tournés vers Bruxelles. On le fait, notre Parlement, ou alors on n'est plus une démocratie. Et troisièmement, une Europe qui soit protectrice, je pense en cet instant au textile européen, qui soit protectrice de nos emplois et de notre sécurité, et non pas une Europe passoire. Alors, avant de donner la parole à Geoffroy, ce qui me fascine, c'est que quand on voit les deux images, même Ben dans l'oreillette me disait « Vous n'avez pas bougé. Hein vous n'avez pas bougé. Vous n'avez pas bougé. Vous êtes quasiment, le même. » Résultat, donc 9 mai 2005, 29 mai 2005, il y a 20 ans, le non l'emporte, 54%, un peu plus de 54% contre 45% pour le oui. Et c'est une surprise énorme et c'est une victoire gigantesque pour vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Philippe, cette campagne homérique ? La campagne, pour moi, elle commence le 13 janvier 2005. Je suis dans le bureau de Jacques Chirac à l'Élysée et je lui pose 2 questions. Monsieur le Président, première question, pourquoi vous voulez refuser que les racines chrétiennes figurent dans la Constitution européenne? Et il me répond textuellement, les racines de l'Europe sont autant musulmanes que chrétiennes. Et là, je comprends qu'il veut faire rentrer la Turquie. Et deuxième question, qui va susciter son ironie, pourquoi vous acceptez que le droit européen, je ne sais plus dans quel article du projet de constitution, soit supérieur au droit national? Parce que c'est dans ce traité que figure la supériorité du droit européen. Et il me regarde, il déplie, il replie, il regarde sa pendule qui se met à sonner à ce moment-là, petite pendule japonaise, et il me dit, on s'en fout, c'est une histoire de juriste. Ça, c'est du Chirac. Après arrive la campagne. Pendant la campagne, avec mes amis, Christophe Baudouin, Guillaume Pelletier, on a levé 2 lièvres qui ont tout fait basculer, en fait. Il y a eu la une de Libération qui rappelle le plombier polonais. Le plombier polonais, c'est moi. En fait, la directive Bolkestein, je n'ai pas le temps de raconter, mais c'est merveilleux, qui dit le prestataire de service doit répondre aux droits du pays d'origine. Et donc, ça veut dire que... Alors, pourquoi je dis le plombier polonais? Parce que c'est Fernand Reynaud, vous savez, le sketch, la dame qui dit « Qui c'est ?» Et il répond « C'est le plombier !» Et j'ai dit bah, « C'est le plombier polonais. » Voilà. Et c'est parti, le plombier polonais. La directive Bolkestein. J'avais dit Bolkestein-Frankenstein. Ça avait été assez mal pris par la gauche. Et deuxièmement, je débusque un truc incroyable. Il y a la signature de Abdullah Gül, le Premier ministre turc, à Rome, sur le texte du traité constitutionnel. Dans l'acte final. Dans l'acte final. Ce que je dis d'ailleurs sur la page 165. Et là, je brandis le traité et ils sont tous berniques parce que bah, c'est vrai, quoi. La Turquie, ça y est, elle va rentrer dans l'Europe. Le non gagne. La victoire du non, c'est un séisme. Pourquoi? Parce que cette victoire du non a une signification d'abord juridique. C'est le refus de l'État fédéral, c'est le refus de la souveraineté européenne, si chère à Macron. C'est la souveraineté nationale qui va continuer, malgré tout, malgré Maastricht. Donc c'est une grosse déconvenue pour les européistes. Deuxième signification, la signification sociologique, j'insiste là-dessus. Il y a eu un édito merveilleux hier chez Christine Kelly de Mathieu Bocoté, sublime. Alors, signification sociologique. 100% des partis présents à l'Assemblée nationale sont pour le oui. 99% des médias, il n'y avait pas CNews, sont pour le oui. 99% des élites sont pour le oui. Donc c'est fait.
et le non l'emporte. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le début de la fracture. Et c'est à ce moment-là que le cercle de la raison inaugure un mot qui va faire fortune, le populisme. Le populisme, ça veut dire, regardez ce peuple polluant, là, les ZFE, etc. C'est là que ça commence, la grande fracture. Vous voyez et la fracture sociologique autant que politique. Et qu'est-ce qui se passe? Le coup d'État, le traité de Lisbonne. C'est-à-dire que le traité de Lisbonne reprend la Constitution européenne, pied de nez des élites au peuple, à partir du principe de Bertolt Brecht. Si le peuple se met à mal voter pour le gouvernement, il faut changer, non pas de gouvernement, mais de peuple. Et depuis, on a un État profond, le nôtre, qui transpose les normes, et on a un super État profond à Bruxelles qui fabrique les normes. Réfléchissez bien à ce que je viens de dire. En plus, la déclaration que vous faites le 9 mai 2005, j'ai l'impression qu'on pourrait la faire le 9 mai 2025. Tout ce que vous avez dit, hormis la Turquie, c'est évidemment produit et on en voit aujourd'hui les conséquences. C'est intéressant la manière dont vous faites pied de nez. C'est ça qui m'a fait sourire. Un pied de nez, j'ai pas bien... On était entre le pied de nez et la trompette. Voilà, exactement. Comment le pied de nez? Non, c'est la déformation du jeune flûtiste que j'étais. Ah, ok. Autre sujet à présent, très important, Philippe de Villiers, est sous-traité dans les médias. On va parler de la Nouvelle-Calédonie à présent. Depuis le voyage de Manuel Valls, ministre de l'Outre-mer en Nouvelle-Calédonie, l'inquiétude grandit chez tous ceux qui sont attachés à la Grande France et qui s'inquiètent de l'avenir de ce qu'on appelle le Caillou, à 17 000 km de la métropole. Geoffroy Lejeune a une question pour vous, Philippe. Philippe, nous sommes un an après le début des émeutes. Quelle est votre préconisation pour rétablir l'ordre, la souveraineté de la France, l'autorité sur cet endroit qui est un peu abandonné? Est-ce que notre pays est encore capable de prononcer le mot souveraineté et le mot intégrité territoriale? C'est la question. Je réponds à votre question. Et vous me faites penser à une réflexion que j'ai entendue au Conseil des ministres en 1986, Pasqua, qui s'adresse à Mitterrand et qui dit la défense de Bastia commence à Nouméa. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que la Nouvelle-Calédonie était un avant-poste invisible de la France périphérique. Vous avez parlé de la grande France, la très grande France. C'est un mot qu'on utilise dans l'outre-mer. Il faut savoir que sans l'outre-mer, la France redevient une puissance moyenne. Or, la Nouvelle-Calédonie, c'est une clé de voûte de l'outre-mer. La Nouvelle-Calédonie, comment la définir aujourd'hui pour la France? Pour montrer l'intérêt qu'elle présente pour la France. C'est un porte-avions dans le Pacifique Sud, avec dans les soutes du nickel. C'est-à-dire que grâce à la Nouvelle-Calédonie et grâce à notre outre-mer, la France a 11 fuseaux horaires, c'est une nation planétaire. 11 fuseaux horaires contre 13 fuseaux horaires pour la Russie, qui est un grand pays par l'étendue. C'est le deuxième espace maritime mondial. Et c'est un espace convoité. Il y a l'Azerbaïdjan, il y a la Chine qui tourne autour, comme la libellule dans l'abat-jour, et qui vont bientôt se servir s'il y a la moindre faiblesse de notre part. Or, la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, elle est affaiblie. Elle est menacée. Elle est menacée de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur parce que l'accord de Nouméa de 1998 a créé un proto-État avec ce concept à la Edgar Faure, l'indépendance dans l'interdépendance, etc. Tout est confus et cet accord a instauré le gel du corps électoral à partir de 1998. Donc vous avez les indépendantistes et les loyalistes, comme on dit, j'aime pas ce mot-là, et qui se regardent en chien de faïence, si bien que parfois on a l'impression que on a une inversion de ce qu'on vit en métropole. C'est une métropole inversée. Là-bas, vous avez les nouveaux arrivants, les autochtones qui disent aux nouveaux arrivants « On est là depuis 2000 ans, vous n'avez rien à faire chez nous.
Et chez nous, c'est le contraire. On a les nouveaux arrivants qui disent aux autochtones, bien que vous soyez là depuis 2000 ans, vous n'avez plus rien à faire chez nous. Alors qu'il y a en Nouvelle-Calédonie des gens qui sont là depuis 5, 6, 7 générations, et beaucoup de Kanaks, c'est à eux que je pense aussi, qui aiment la France. Un d'entre eux m'a appelé, c'est à cause de lui que je voulais faire cet édito. Un Kanak qui m'a appelé et dit « Parlez-nous de la France, dites bien que les Kanaks aiment la France. » Oui, il y a des Kanaks qui aiment la France. Et c'est aussi pour eux qu'il faut mener ce combat. Alors j'ai dit de l'intérieur et de l'extérieur la menace. La menace extérieure, elle vient du ministre. Alors je suis très déçu parce que je connais bien Manuel Valls. Pour moi, c'était un homme d'État. J'ai des bonnes relations avec lui, mais là, je ne comprends pas ce qu'il a fait. Il a dû écouter des mauvais conseillers, ceux qui ont conseillé Rocard à l'époque. Et il a déclaré, en fait, l'indépendance d'association. Ça veut dire l'indépendance. Donc, en fait, il y a 3 solutions en Nouvelle-Calédonie. Je réponds à votre question. Première solution, l'indépendance. Donc, c'est la solution Valls. Donc, on laisse dériver le caillou, comme on l'appelle, dans le Pacifique. Et on verra où il aboutira, Azerbaïdjan-Chine. Deuxième solution, on laisse faire la démographie et ça revient au même. Et troisième solution, on fait Margaret Thatcher au Malouine en 1982, quand elle a dit « Nous avons cessé de reculer ». Voilà, j'aimerais qu'on entende cette phrase dans la bouche d'un homme d'État français. « Nous avons cessé de reculer ». Autre sujet à présent, Philippe de Villiers. On a entendu votre colère en début d'émission sur ce projet de loi dit de l'aide active à mourir. Et ce projet de loi a été voté par l'Assemblée nationale mardi soir, dans un hémicycle plein cette semaine, contrairement, et là aussi on était les seuls à en parler ce week-end, au moment des débats. Regardez bien cette image, vous qui connaissez l'Assemblée nationale, Philippe, samedi, quand le délit d'entrave est voté, c'est dans un hémicycle aux 3/4 vide, alors qu'il y avait des Français qui se mobilisaient dans la rue et qu'il y avait des milliers de signataires contre ce projet de loi. Donc un projet aussi important, boudé en quelque sorte par les députés. Je vous propose d'écouter Yael Braun-Pivet, et quand j'ai dit que vous étiez en colère en début d'émission, parce que ce projet, vous le portez depuis le début et vous avez été l'un des premiers à alerter sur les dérives que pouvait provoquer une telle loi. Écoutons la séquence de Yael Braun-Pivet qui annonce donc le vote cette semaine. Votant 561, exprimé 504, majorité 253, pour 305, contre 199. L'Assemblée nationale a adopté. Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, vous êtes très actif sur le réseau social X et vous avez écrit cette semaine, après les images qu'on vient de voir, « C'est un des jours les plus tristes de ma vie ». Pourquoi cette tristesse ? Parce que, je pèse mes mots, cette loi, c'est le retour en arrière de notre civilisation, le retour en arrière pré-hippocratique. Notre civilisation est née avec Hippocrate, le médecin grec qu'on appelait le père de la médecine, qui a défini l'éthique médicale en ces termes: le soignant soigne, le médecin sauve, l'administration de la mort ne peut pas être le prolongement du soin, en résumé. Or, cette alliance asymétrique dont j'ai souvent parlé, entre le soignant et le soigné, qui ne souffre aucun soupçon, aucun doute, elle est brisée avec cette loi. En fait, on change de monde. On est passé dans un monde post-hippocratique qui trouve son symbole dans le délit d'entrave. Le délit d'entrave a été très bien résumé par une gériatre qui a dit « On va aller en prison parce qu'on a tendu la main plutôt que la corde ». Le délit d'entrave, ça veut dire que quelqu'un qui veut retenir la vie, quelqu'un qui veut dire à un de ses proches « Non, ne te suicide pas », il va en prison et il a une grosse amende. En fait, tout est mensonge dans cette loi. Et je vais vous dire pourquoi tout est mensonge. Ils savent pourquoi ils mentent, mais les gens ne savent pas pourquoi ils mentent.
ils mentent. Quand ils disent aide à mourir pour la fin de vie, non, c'est pas pour la fin de vie, c'est pour tous les éligibles, tous les déficients, tous ceux qui ont des problèmes, qui peuvent trouver là une occasion d'eugénisme compassionnel. Eugénisme compassionnel, c'est ça le mot qui vient. Et quand on dit loi de fraternité, tuer, ce n'est pas fraternel, non. Quand on dit aide active à mourir, non. Pourquoi ils n'osent pas prononcer le mot euthanasie, suicide? Euthanasie, ça s'écrit de deux manières. Action 4, ça vous dit rien, mais je peux en parler si vous voulez, quand vous voulez. Ça, c'est déjà pratiqué dans un pays qui s'appelle l'Allemagne. Et là, en fait, c'est un eugénisme. Habermas avait dit l'eugénisme libéral. Qu'est-ce que c'est l'eugénisme? C'est la sélection de ceux qui vont mourir et de ceux qui vont vivre. Et moi, ce qui me frappe, si on prend de la hauteur, c'est la concomitance entre deux phénomènes qui se croisent. Le premier, c'est l'arrivée en France d'une nouvelle religion, avec ses croyances, avec ses mœurs, avec ses codes, l'islam, qui est tout à fait hostile à l'euthanasie, et une matrice chrétienne qui s'effondre, avec une révolution anthropologique, la société liquide de l'homme de sable, c'est-à-dire l'homme délié de sa filiation, délié de ses héritages, et bientôt délié de son corps. Voilà. Et ça vous rappelle rien? Ben, je vais vous dire, moi, ce que ça me rappelle. Le jardin d'Éden, le serpent qui dit à Adam et Ève, « Sicut Dei eritis, vous serez comme des dieux ». La révolution faustienne, la révolution prométhéenne, l'homme cherche à dérober le feu, cherche à dérober la vie. Et je pense en cet instant à ce que j'avais dit un jour sur la décivilisation. La différence entre la mort d'un homme et la mort d'une civilisation, c'est que dans le cas d'un homme, la décomposition suit la mort, alors que dans le cas d'une civilisation, elle la précède. Philippe de Villiers, on va parler à présent des Français, puisque sur France 5, le 19 mai, puis sur LCI, le 25, le cinéaste Mathieu Kassovitz s'est félicité de la disparition des Français de souche. Dans un premier temps, il a dit qu'il n'y en avait pas, pour ensuite dire qu'il y en avait, mais que finalement, ce n'étaient pas des Français de souche, c'était des fins de race. Je pense qu'il n'y a plus de Français de souche. Enfin, si, il y en a. Ça s'appelle les fins de race. Ils vont se mélanger avec les autres. Et tant mieux pour nous tous. Et bienvenue, les gars. Il n'y a aucune raison d'être énervé. Alors, il a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux, expliquant aussi que ses propos avaient été tronqués, mais qu'il aimait la France et que c'était une France qui était en mouvement. J'essaie de résumer, peut-être un peu grossièrement, ces 5 minutes sur les réseaux sociaux. Mais vous m'aviez confié que vous aviez envie en fait de lui répondre en quelque sorte, une sorte d'ode aux Français de souche, et ce sera finalement votre apologue, Philippe de Villiers. Oui, je devais faire un apologue sur le 29 mai 1453, la chute de Constantinople. Et puis je me suis dit non. Monsieur Kassovitz, je vais lui répondre gentiment. Aux Français de souche, tout recroquevillé sous la mitraille, emmitouflé de honte, furtif sous les colibés, je voudrais, Eliot, Geoffroy, rendre les honneurs. Il fut le pied-mer qui offrit les plus beaux greffons d'un peuple, d'un vieux peuple, qui a plus de 2000 printemps. Le Français de souche, il a façonné notre regard sur le jardin de paradis qu'on appelle la France, et il a versé en nous, au fil du temps, la sève, le sang, les larmes de ces bornages, de ces plaies, de ces rêves tramés dans l'étoffe d'un songe. Le Français de souche, on peut le retrouver, on peut le reconnaître. Il suffit de traverser la France, là. Je le vois, là, au bout d'un champ. Français de souche. Cet homme qui peine, seul,
cassé avant l'âge. Français de souche. En fait, il marche dans l'ombre portée des pas de son aïeul multiple. Ce petit paysan qui, depuis 1000 ans, travaille la même terre, creuse le même sillon et inspire le verre précieux. 2000 ans de labeur ont fait de cette terre un réservoir sans fin pour les âges nouveaux. 1000 ans de votre grâce ont fait de ces travaux un reposoir sans fin pour l'âme solitaire. Cette âme solitaire, ce petit paysan anonyme, oublié, qui marche entre les épis mûrs et les blés moissonnés, entre les cribleuses de Courbet et l'Angélus de Millet. Ce petit paysan, sans qu'on le sache, parce qu'on l'a oublié, il a inventé notre pain quotidien. Et puis un peu plus loin, un peu plus haut, si on descend du côté des Causses de l'Aveyron, on voit un petit berger, frêle, qui n'en revient pas de ce qu'il a fait. Ce petit berger, il a oublié, dans une anfractuosité, peut-être dans une souche de frêne, une souche encore, une souche française, il a oublié sa tartine de lait de brebis moisi. Et ça donne un art de la table qui est envié dans le monde entier. Il a inventé, ce petit berger de l'Aveyron, il a inventé le Roquefort. Et puis, plus à l'ouest, le long de la Garonne, il y a un autre petit Français de souche, là aussi oublié, qui, de père en fils, entre les ceps torturés par le temps, de père en fils, a foulé, pressé son raisin d'or et de pourpre. Et ce petit vigneron qu'on a oublié, il a inventé le château d'Yquem. Et puis il y a un peu plus loin, au creux de la Creuse, dans une vallée, une abbaye, Foncombeau. Et là, il y a un moine copiste. Il a enluminé la France dans son scriptorium grégorien de parchemin savant. Et lui répondant, accroché à la toiture de plomb de la cathédrale de Chartres, il y a un petit sculpteur qu'on ne connaîtra jamais, et pourtant génial. Ce petit sculpteur, c'est un sculpteur de gargouilles. Il est là, tout là-haut, et on ne sait plus, on a oublié qu'en fait, il a fait vibrer la France des hautes nefs immémoriales et qu'il a laissé derrière lui l'accord parfait du burin sur la pierre et du souffle de l'esprit. Et puis regardez qui vient vers vous, qui court, la petite pastourelle, depuis la Lorraine. Elle court, elle a abandonné ses moutons pour sauver la France. Elle sera célébrée tard, plus tard, beaucoup plus tard, par un instituteur, le hussard noir de la République, qui va brandir son étendard et son anneau devant ses élèves, et qui, chaque matin, va faire monter derrière le tableau noir des blouses grises le soleil d'Austerlitz. Et puis, plus près de nous encore, à Montmartre, dans les bistrots de Montmartre, tout près d'ici, il y a un petit brin de femme qui se promène, qui est méprisée, qui n'est pas écoutée, qui chante à tue-tête, et chante l'hymne à l'amour. La plus belle chanson française. Et dans l'hymne à l'amour, elle chante cette phrase qui est typiquement française. Si tu me le demandais, je renierais ma patrie, je renierais mes amis. C'est très français de souche, ça. Ça veut dire que pour un Français, l'amour est plus fort que tout. Et finalement, quand on a besoin d'eux, ceux qui renient leur patrie, par amour, ils la retrouvent. Et puis il y a, et je pense là à M. Kassovitz, il y a, qui descendent le Rhône, deux frères, un petit frère, un grand frère. Il y en a un qui s'appelle Auguste, l'autre qui s'appelle Louis.
Auguste et Louis Lumière. Ils ont inventé le cinématographe pour permettre à M. Kassovitz, qui leur dit à sa manière sa reconnaissance pour les Français de souche qu'ils sont, puisqu'ils sont des vieux Français de souche lyonnaise. Ils ont inventé le cinématographe pour permettre à M. Kassovitz d'exister et de prospérer par l'image. Et puis j'allais oublier, dans Paris, tout près d'ici, entre les Champs-Élysées et le Panthéon, 2 millions de Français de souche qui se sont levés au petit matin pour suivre un corbillard d'un Français de souche, qui a chanté toutes les souches françaises comme personne, et qui a chanté aussi sa filiation, sa propre filiation. Fidèle, enfin, au sang qu'on versait dans mes veines, mon père, vieux soldat, ma mère vendéenne. C'était un Français de souche et de plume, intemporel. Il s'appelait Victor Hugo. Vous voyez, j'invite les téléspectateurs et les auditeurs, en cet instant où je parle des Français de souche, à regarder, écouter ce grouillement d'âmes simples, cette foule chantante, ce murmure inconnu d'un vieux peuple qui ne veut pas mourir. Ce vieux peuple, il sent qui monte en lui et qui descend en lui ses ascendants, comme sur une autre échelle de Jacob. Français de souche, d'Écorce, de Sèvres et de Ramage, auprès du vieux chêne millénaire de Vincennes, qui abrite les pauvres parmi les plus pauvres et la main de justice, qui invente ainsi l'État et qui enfante ainsi la France éternelle. Français de souche et fier de l'être. Merci Philippe de Villiers. Merci beaucoup pour cette émission. Geoffroy, on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. Il n'y a toujours pas de notes et il n'y a toujours pas de prompteur. Non. C'est vrai, j'ai toujours honte d'avoir des feuilles alors que je ne suis pas très à l'aise. Moi, j'ai 100 feuilles. Un jour, je vais venir sans feuilles. Non, mais attendez, c'est simple. Vous savez quoi, je vais venir sans feuilles. Hein. C'est simple. Il y a deux manières de parler. Soit on parle avec son esprit, soit on parle avec son cœur. Il y a des moments où il faut que l'esprit laisse la place au cœur. Et quand on a le cœur gros, et qu'on vient de cette France profonde, qui se tait, et qui est en train de mourir, le cœur est prolixe, et infiniment plus poétique que ne peut être n'importe quel esprit. Avec un esprit, on répare les choses. Avec le cœur, on les grandit. On les élève. Merci Philippe. Il y a un informateur bien informé qui me demande de vous saluer en invoquant Sainte Jeanne d'Arc, dont c'est la fête aujourd'hui. Oui. C'est la fête, c'est la Sainte Jeanne d'Arc. Merci à tous les deux. Dans un instant, c'est l'heure des pros.